Bonjour, je pense que ça va être un peu dur pour vous si vous êtes en pleine période de digestion, mais je vous demande et je vous remercie de faire cet effort. Alors, vous savez ce que dit la sagesse populaire, il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Mais comment faire dans une organisation hiérarchisée, comme une entreprise ou un ministère, pour rendre possible cet axiome tout en servant les objectifs de l'organisation avec efficience? Mon intervention est basée sur mon expérience, d'abord en tant que dirigeante de PME, puis en tant que magistrat, donc comme ça a été rappelé, chef de bureau à la chancellerie après avoir été dans des cours d'appel, ensuite en tant que conseil de la Banque de France, et enfin aujourd'hui, en tant que médiateur dans la résolution de différends entre entreprises ou entre entreprises et administration. Pour qu'elle s'exprime au sein d'une organisation, il me semble que l'intelligence collective doit reposer, premièrement, sur une forme d'incertitude. Les participants recherchent une solution sans idée préconçue arrêtée à l'avance. Et c'est plutôt contre-intuitif, le fait de garder cette incertitude. Sur un enjeu partagé, en effet, il faut qu'il y ait la conscience partagée sur l'existence d'un problème à résoudre et le souci d'avancer et de trouver une solution qui agit bien sûr comme un moteur, et puis sur un esprit de co-construction. Chacun se met au service de la réflexion, y compris le leader. La co-construction requiert un espace-temps suffisant. Si le collectif ne dispose pas d'un espace-temps suffisant, l'expression d'une intelligence collective n'est pas possible. Si un tiers décideur, le dirigeant effectif par exemple, détient toutes les clés de la décision, le processus de réflexion est bien sûr biaisé. De même, si la discussion tourne à l'autopromotion ou à l'ajout verbal, à une bataille d'ego, la source de réflexion sera rapidement tarie. Donc, la co-construction doit primer sur l'autopromotion. Alors, je vais illustrer ce que je viens de dire par deux exemples. Il m'a semblé important d'attribuer des rôles naturels en toute confiance aux différents membres du groupe. Le groupe peut avoir besoin d'un leader. Il peut avoir besoin d'un expert. Et le leader doit accepter de ne pas être nécessairement l'expert. Donc, pour illustrer ce point par un exemple, je vais faire référence à une formation que j'ai suivie dans le cadre d'HEC pour cadres dirigeants. Nous étions 18 et j'étais, comme souvent à l'époque, dans les années 80, la seule femme. Au cours d'un module de ressources humaines, l'animateur nous distribue une feuille avec un certain nombre d'objets listés. Le scénario, accident d'avion, nous tombons dans le désert, et il s'agit de classer individuellement les objets qui figurent sur cette liste dans l'ordre d'importance pour assurer notre survie. Notre résultat est comparé ensuite à une liste établie par des experts, principalement militaires. Et puis ensuite, il nous est demandé de nous séparer en petits groupes et de faire ce classement à l'intérieur de ces groupes, donc on était 3 groupes de 6, avec une condition, c'est que le groupe parvienne à un consensus. Et cette expérience m'a marquée pour la raison suivante. Le résultat du groupe s'est avéré bien meilleur c'est-à-dire bien meilleur que l'addition des résultats individuels, lorsque dans le groupe, le leader
qui n'était pas l'expert lui-même, a reconnu l'expert et l'a fait reconnaître par les membres du groupe, ou bien s'il était bien sûr l'expert lui-même. Lorsque tel n'était pas le cas, du fait d'un désaccord dans le groupe pour reconnaître l'expert ou d'une bataille d'ego, eh bien le résultat du groupe était beaucoup moins bon que l'addition des résultats individuels au regard de la liste de référence. Et c'était donc la preuve, en quelque sorte mathématique, de l'efficacité de l'intelligence collective lorsqu'elle fonctionne dans un groupe. Je voudrais souligner l'importance de l'humilité. En tant que dirigeant d'entreprise et puis ensuite en tant que magistrat, j'ai eu des rôles d'autorité et de décideur. Lorsque je suis arrivée à la Banque de France, en tant que conseil, dans le cadre d'un accord entre le ministre de la Justice et le gouverneur de la Banque de France pour un échange de compétences, eh bien, mes notes, mes textes, mes préconisations étaient taillés en pièces par de jeunes agents, brillants certes, mais qui avaient presque l'âge d'être mes enfants. Et cette façon de faire, de procéder, j'ai été désarçonnée. Mais je me suis rapidement adaptée à ce processus parce que le résultat de cette amélioration itérative m'a convaincue de son efficacité. Il est d'ailleurs vraisemblable que cette adaptation et l'humilité qu'elle exigeait m'a préparée au métier que j'exerce aujourd'hui de médiateur, parce que c'est une des qualités, bien sûr, qui est attendue du médiateur. L'expérience antérieure d'un collectif qui intègre un profil inédit, une martienne, un élément donc perturbateur, m'a beaucoup préparée sur le plan de la capacité d'adaptation. En effet, en tant que directeur général adjoint de la filiale française d'un groupe japonais, j'ai été la seule femme, cadre, dirigeant, au sein de ce groupe japonais. Alors imaginez la réunion des 400 cadres dirigeants des filiales et des services centraux de ce groupe, avec une seule femme au milieu. La seule autre présence féminine, c'était une jeune traductrice parmi les 4 traducteurs. Alors, en quoi cette situation est-elle associable à une réussite particulière en termes d'intelligence collective? Peut-être en ce qu'elle rappelle l'importance de faire face à des difficultés, à des obstacles humains pour faciliter le dialogue. Bien sûr, chaque groupe est différent. Et le médiateur ou l'animateur de l'intelligence collective doit garder le cap, ça c'est important, garder le cap pour l'efficience, et il doit accueillir en même temps les difficultés que pose le groupe, la diversité du groupe, et la taille du groupe éventuellement. C'est encore une condition à réunir pour favoriser l'intelligence collective. Les dirigeants japonais m'ont fait un beau compliment concernant ma capacité d'adaptation. Ils m'ont dit, vous êtes comme l'eau. L'eau remplit tous les contenants. Elle s'adapte donc à tous les contenants. Par ailleurs, elle change de nature, enfin elle change de consistance suivant les conditions extérieures. Elle devient de la glace s'il fait froid, elle devient de la vapeur s'il fait chaud, mais elle ne perd pas sa substance, elle reste ce qu'elle est. Et puis, m'ont-ils dit, enfin, lorsqu'elle coule, on ne peut pas l'arrêter. Un peu comme vous dans les négociations, m'ont-ils dit. J'ai pris cela, bien sûr, pour un compliment. Et il faut dire qu'en matière de négociation, j'ai eu 2 maîtres. Mon père, d'une part, si j'avais réussi à le convaincre, je savais que je serais capable de convaincre n'importe qui, et mes partenaires japonais. En effet, ils m'ont expliqué que lorsqu'ils n'arrivaient pas à faire passer une solution dans sa globalité,
il la découpait en petits bouts et il se fixait un objectif par petits bouts, sans bien sûr expliquer en quoi consistait le découpage. Mais il gardait toujours présent à l'esprit l'objectif global. Et c'est cette convergence des petits bouts qui permettait, au bout du compte, d'atteindre une solution globale, celle qu'il recherchait, mais qui était aussi acceptable pour les autres parties et qui permettait donc le choix d'une solution globale et durable. À la chancellerie, en revanche, j'ai été frappée par les difficultés liées aux batailles d'ego. Il faut vous dire, et c'est un magistrat qui vous parle, que les problèmes d'ego chez les magistrats sont relativement importants. J'ai également été frappée par le peu d'intelligence matérielle, le peu d'intelligence collective. Madame Brun est peut-être encore là, elle pourra analyser le lapsus que je viens de faire. Le peu d'intelligence collective, disais-je, qui est généré dans les réunions interministérielles auxquelles j'ai été amenée à représenter mon ministère pour défendre un texte ou pour participer à une discussion. Et c'est sans doute à cause du manque de temps, ce qui favorisait bien sûr l'émergence de phrases assassines et pas forcément de pensées constructives, et peut-être aussi, j'espère qu'il n'y a pas trop de représentants du ministère de l'économie et des finances dans la salle, peut-être aussi à cause de la prééminence des représentants de Bercy. Pendant ce passage à la Banque de France, j'ai été confrontée à de nombreuses situations de réflexion collective, complexes et compliquées. Par exemple, en tant que conseil juridique, dans le cadre de la mise en place des normes de paiement SEPA, Single European Payment Area, vous savez que tous les prélèvements, tous les virements que vous êtes amenés à faire ou à recevoir sont aujourd'hui à cette norme, sont soumis à cette norme européenne dans tous les pays de l'Union européenne, donc la norme SEPA. Et évidemment, les parties prenantes autour de la table, qui étaient d'une part nombreuses et qui avaient d'autre part des attentes propres et légitimes, à cause de l'impact des changements qu'allait introduire cette norme au sein de cette façon de faire les paiements, eh bien, rendait le fait d'arriver à un résultat global relativement complexe, parce que l'impact, c'est pas uniquement un impact en termes d'organisation, c'est aussi un impact en termes de coûts. Et nous avons à ce moment-là utilisé cette technique des petits bouts. C'est-à-dire qu'on a cherché les petits bouts qui permettaient de faire converger les attentes des uns et des autres pour arriver à une solution globale qui permettait, qui était possible, viable et durable pour l'ensemble des participants. Et quand je vous dis une grande variété de participants, je veux dire aussi bien des autorités publiques, les maires de France, aussi bien les associations professionnelles, les établissements bancaires, les établissements de crédit, les entreprises, les experts comptables, enfin, etc. Donc, de nombreuses parties prenantes avec chacune leurs attentes, encore une fois légitimes. Mais avec cette technique des petits bouts, nous avons réussi à trouver une solution qui a convenu à l'ensemble, qui est d'ailleurs durable puisque c'est toujours les solutions qui sont utilisées. En conclusion, quelle que soit la taille d'un groupe, un médiateur ou toute personne qui souhaite faciliter le dialogue, l'émergence d'intelligence collective, doit faire preuve d'humilité, bien sûr d'une écoute attentive et d'une grande capacité d'adaptation, et il doit laisser la place au départ du processus et pendant le processus à un certain degré d'incertitude. Les interactions doivent être fluides et l'animateur ou le médiateur il devient le fluide au service du collectif
métaphore de l'eau que j'évoquais tout à l'heure dans ses différentes formes, mais il doit toujours garder le cap et conserver son identité propre. Le leadership joue bien sûr un rôle clé. Il faut qu'il fasse attention aux situations hiérarchiques et au contexte qui écrasent toute possibilité de co-construction et de dialogue. Il doit également être attentif au fait de ne pas utiliser et de ne pas laisser utiliser une discussion collective en tribune d'autopromotion. Si le leader n'est pas l'expert du sujet discuté, il doit reconnaître celui qui est l'expert et le faire reconnaître par les membres du groupe. Mais il ne suffit pas de savoir s'adapter à la complexité des organisations, encore faut-il rendre simples des réflexions compliquées pour faciliter la convergence vers une solution viable et désirable. Vous l'aurez compris, ces différentes expériences me servent aujourd'hui pour faciliter mon travail dans les médiations, dans un contexte exigeant, qu'il s'agisse de conflits entre entreprises ou de conflits entre les entreprises et les administrations ou les organismes publics, ou d'amélioration du dialogue et des pratiques, par exemple sur les achats ou les paiements, dans les médiations de filière, puisque dans un des organismes dans lequel je pratique la médiation, nous faisons des médiations de filière. Merci pour votre attention.